Alors, voilà. L'idée, c'est que je commence jamais si la salle n'est pas au moins à moitié pleine. Je parle pas. Mais là, je vais commencer à parler. Alors, je vous ai distribué un petit papier. Ce papier comprend 3 points. Premièrement, un résumé de cette communication. Deuxièmement, un plan en 3 parties, comme il a été souligné par mon camarade le professeur Fraisse. Et au verso, un certain nombre de références à des articles que j'ai écrits, qui eux-mêmes contiennent des bibliographies sur les sujets dont il est question, c'est-à-dire idéologie linguistique et contextualisation. Essayez de faire le parallèle. Alors, le premier point, j'ai intitulé en mettant en italique de la défense de la langue française. Pourquoi ? Depuis Dubélé, il y a énormément d'ouvrages qui s'intitulent Défense de la langue française, ou Défense et illustration de la langue française, ou de l'universalité de la langue française. Bon, on pourrait faire un nombre de titres incroyables. Alors, moi je vais essayer de dire les choses simplement, c'est-à-dire, je considère que la défense de la langue française, ou le génie de la langue française, ou la crise du français, ce sont des idéologies linguistiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par idéologie linguistique ? C'est-à-dire que ce sont un ensemble structuré de représentations qui se traduisent par des discours, qui sont organisés et qui sont inscrits à chaque fois dans l'histoire, dans des historicités multiples. J'insiste sur ce caractère de structuration, parce que, évidemment, nous sommes beaucoup à avoir étudié les représentations des langues, les images ou les imaginaires des langues. Et moi, je préfère insister, bien que je ne dénie absolument pas le caractère, je veux dire, spontané, circulant, etc., d'un certain nombre de représentations, sur le fait que pour le français, mais pas seulement pour le français, il existe effectivement ces discours structurés que j'appelle des idéologies linguistiques. Alors, bon, pour le français, je l'ai dit depuis le XVIe siècle, on sait que ces idéologies linguistiques empruntent le chemin de la déclinaison des qualités, je mets le terme entre guillemets, de la langue. Par exemple, un élément qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la clarté supposée de la langue française. Vous voyez bien que tout ça, ce sont des représentations. C'est-à-dire que je mets continuellement des guillemets. Parce que si on me disait, est-ce que réellement le français est plus clair qu'une autre langue, je serais absolument incapable de répondre à cette question, et surtout j'en contesterais la manière dont elle est posée. Bon, en tout cas, je veux dire, il y a une ambivalence que je veux souligner, c'est-à-dire qu'on peut décliner les qualités d'une langue, mais on sait bien que, historiquement, ces qualités aussi deviennent des défauts. Je donne un exemple. Au XVIIIe siècle, Diderot, par exemple, le grand Diderot, dit que le français, c'est une bonne langue pour les sciences, c'est une bonne langue pour la philosophie, normal, le siècle des Lumières, mais c'est une très très mauvaise langue pour la littérature. Et que l'anglais ou l'allemand seraient beaucoup plus les langues du romantisme, des langues beaucoup plus propices à l'expression de la sensibilité, alors que la fameuse clarté du français, bien évidemment, serait contradictoire avec le fait d'avoir une langue qui pourrait explorer les recoins de l'âme. Et donc, on voit bien, je veux dire, Rivarol d'ailleurs le dira à la fin du XVIIIe siècle, dans De l'universalité de la langue française, il y a le français est à la fois la première des langues, et il dit, mais par certains aspects, la dernière des langues, la plus mal lotie, je veux dire, pour en particulier les œuvres littéraires. Bon, cette idéologisation de la langue, évidemment, n'est pas propre au français, même si moi je suis plutôt étudié effectivement ce qui concerne le français. Dans de nombreux pays, il y a, mais c'est le cas au Japon, une idéalisation de la langue,
Au Japon, par exemple, dans ce qu'on appelle les études nationales, il y a un nationalisme linguistique dont on voit les contradictions, et le parallèle est d'ailleurs très intéressant à faire avec le français. Tantôt, les langues sont vantées pour leurs difficultés, leur complexité, et tantôt elles sont critiquées exactement pour les mêmes raisons, comme étant des langues qui éloignent les apprenants, qui découragent l'apprentissage, qui sont responsables de tant d'incompréhension et de malentendus. Et c'est cela l'affaire de la première des langues, la meilleure des langues, et de l'autre côté, effectivement, la dernière des langues. Bon. J'étais au Brésil la semaine dernière, le colloque s'intitulait, je reviendrai sur le titre du colloque là actuel, le colloque s'intitulait « Le français, langue de la modernité ». Ah, on comprend ce qui est recherché avec un titre de cette nature. On comprend que les représentations qu'il s'agit de faire émerger, c'est comment peut-on faire sortir le français de son caractère un petit peu comme faisant partie de l'éducation classique, et puis essayer d'en faire une langue moderne. Alors, la modernité, voulant dire sans doute une langue de l'économie, du commerce, de la technique, du numérique, de tout ce qu'on voudra. Mais c'est là, je dirais, on voit à chaque fois dans ces titres de congrès la puissance, enfin le caractère extrêmement prégnant de l'idéologie linguistique. Parce que attacher une caractéristique à une langue n'a évidemment aucun sens. Le français n'est pas plus la langue de la modernité qu'il n'est la langue du classicisme, tout ça à la fois. On pourrait dire la même chose, effectivement, pour l'ensemble des langues. Ça conduit d'ailleurs à des choses étranges dans les discours des politiques linguistiques. Par exemple, on entend tellement souvent vanter le français, comme si la langue était responsable, en disant, mais par exemple, je sais pas moi, le français c'est la langue des droits de l'homme. Ben oui, mais c'est aussi la langue de la colonisation, ou tout cela à la fois. Je veux dire, au fond, l'idée qu'il faut déconstruire et qui n'est pas facile à déconstruire, c'est qu'une langue ne porte par principe aucune valeur. Aucune. Les valeurs positives, négatives, tout ce qu'on voudra, y compris les valeurs qui font agir, elles ne sont pas portées par les langues, elles sont portées par les discours, par les textes, par les œuvres, qui effectivement sont produits dans les langues en question. Mais c'est pourquoi, et évidemment, ces discours, ces textes, ces œuvres qui contribuent eux-mêmes à modifier les langues. Mais ce n'est pas un élément intrinsèque, je veux dire, à la langue. Je pense que il y a beaucoup sans doute, enfin beaucoup, non, je ne sais pas, enfin certains linguistes ont essayé de promouvoir cette idée. Elle était très très présente chez un linguiste, du début du 19e, en grande partie, que j'admire beaucoup, c'est-à-dire chez Humboldt, et qui disait au fond, les langues sont capables de porter toutes les valeurs les plus contradictoires, aucune ne s'attache particulièrement à telle ou telle langue. Et d'ailleurs, je crois que les grands auteurs, si on peut dire, les écrivains l'ont compris. Proust, par exemple, disait une chose assez marrante. Je pense à cela à propos de la défense de la langue française. Et dans une lettre écrite à Madame Strauss, il écrit « Les meilleurs défenseurs de la langue française, ce sont ceux qui l'attaquent. » C'est-à-dire ceux qui l'attaquent au sens de ceux qui, je veux dire, au fond, n'acceptent pas d'être enfermés dans un corset, qui ne cessent de se battre avec la langue, de la transformer, etc., et non pas de lui vouer je ne sais quelle adoration ou vénération, etc. Et déjà avant, il était très très sensible aussi à Victor Hugo, par exemple, qui était très très conscient de ces problèmes. Et un jour, à l'Assemblée nationale, Victor Hugo avait répondu au philosophe Victor Cousin. Victor Cousin avait dit la langue française est entrée en décadence en 1789.
Et Victor Hugo lui avait dit « Et à quelle heure, s'il vous plaît ?» Et c'est une réplique absolument géniale et qui montre à quel point, je veux dire, Hugo était conscient de ce qu'est une idéologie linguistique. Hein, c'est-à-dire cette espèce de représentation. Eh ben oui, la crise du français, ben c'est la Révolution française, donc, et voilà, et l'ironie cruelle de Hugo contre Victor Cousin me semblait bien illustrer cette idéologisation des langues. Alors moi, je pense que sur cette question des différences fondamentales entre la langue et les discours, je crois que c'est important. Il faut attirer l'attention à la fois des tenants des politiques linguistiques, mais aussi effectivement des professeurs, parce que cette espèce de dérive qui consiste à chaque fois à affubler une langue de telle ou telle qualité ou de tel ou tel attribut, qu'il soit d'ailleurs, on s'en fiche, positif ou négatif, bon, mais ça me semble effectivement quelque chose de pernicieux et peu propice au fond à la réflexion et à la réflexion sur les langues, et donc évidemment problématique pour le choix des langues eux-mêmes dans les systèmes éducatifs. Non, je dis rien. Elle va sonner tout à l'heure pour dire ça fait une demi-heure que je parle. Non, ça va. C'est moi qui vous surveille, pas vous. Bravo. Donc voilà un premier élément. Maintenant, le deuxième élément que je veux dire, et puis j'espère qu'on pourra discuter de tout ça, c'est que j'ai intitulé « De la défense », toujours le mot « défense », de la diversité linguistique et culturelle. Bon, alors là, c'est la question du titre de ce congrès, des axes, hein, évidemment, puisqu'il y a un axe de ce congrès qui est intitulé « Protection de la diversité culturelle et linguistique », et un deuxième axe, c'est pour ça que j'ai repris ces éléments, qui est intitulé « Contextualisation de l'enseignement, apprentissage du français ». Alors évidemment, d'abord la métaphore écologique, bah, elle a évidemment ses mérites, surtout ici, hein, à l'heure de l'anniversaire du protocole de Kyoto, la ville où nous nous trouvons, donc c'est pas une mauvaise métaphore. Sauf qu'après, il faut discuter, je veux dire, des conséquences. D'une manière générale, la naissance du sentiment écologique est évidemment venue de la perception d'une menace sur notre environnement et au-delà sur l'avenir de la planète. Si, pas conscience de menace, pas d'élaboration écologique. Alors, sur cette base-là, un certain nombre y compris de linguistes, se sont dit « Mais pourquoi on fabriquerait pas une éco-linguistique, au fond conçue comme nouvelle linguistique, qui serait préoccupée des langues en danger, comme la planète effectivement est en danger, et qui d'ailleurs attribuerait aux linguistes ou aux didacticiens un rôle très important, un rôle éminent pour revitaliser les langues, et donc qui signerait une forme d'engagement, au fond, politique et éthique des linguistes. Pourquoi pas? Simplement, moi je ferai deux remarques. La première, c'est quelle est l'extension et la signification réelle des langues en danger? Quel est le périmètre, effectivement, des langues en danger? Moi, avec cette manière de s'exprimer, j'ai peur qu'on ne mette sur le même plan la disparition effective de telles langues indiennes en Amazonie, et j'étais au Brésil, j'ai parlé de cela avec certains camarades, qu'on mettrait sur le même plan que les difficultés qu'éprouve telle ou telle langue régionale à vivre, par exemple en France, et pourquoi pas qu'on mettrait sur le même plan l'avenir incertain du français face à l'anglais dans les contextes asiatiques. Au fond, dans tout ça, il y a du danger. Simplement, c'est pas seulement une question d'échelle, je crois que les problèmes sont à chaque fois absolument différents, complètement incommensurables, et que cette notion globale de langues en danger, à mon avis, cache
un défaut, je veux dire, de réflexion. Et c'est le point là que je voulais dire. Pourquoi un défaut de réflexion? Il y a un auteur que j'aime bien, Abraham de Swann, qui dit « Attention au sentimentalisme des langues ». Eh ben oui, attention au sentimentalisme des langues, c'est-à-dire à une forme de sensibilité, certes très respectable, mais qui au fond se trompe, se méprend sur la nature de ce que sont les langues. Je veux dire, parce que on n'est pas toujours conscient qu'on emploie des métaphores quand on dit la mort d'une langue, tout aussi bien que la naissance d'une langue. Je veux dire, on pourrait faire la même chose que, je sais pas, la même remarque de Victor Hugo. Il dit, ah, mais le français est né, mais à quelle heure, s'il vous plaît? Je veux dire, qui peut dire, et dater effectivement, dans la pratique des locuteurs, qu'à un certain moment, ils se sont dit, bah, je sais pas, on parle plus en latin, on parle en français. Bon, je veux dire, on ne sait pas ce qu'est la naissance d'une langue. Il est extrêmement difficile de parler de la mort d'une langue, ou alors, il faut bien distinguer la mort d'une langue parce que ces derniers locuteurs se sont éteints, sans aucune possibilité de transmission, et puis de problèmes qui n'ont rien à voir, effectivement, quand on dit la mort du latin, la naissance du français, etc. En réalité, je crois que les langues ne cessent de se transformer, qu'il est absolument inévitable qu'un certain nombre de langues disparaissent, que les langues, si on tient vraiment à cette métaphore, vivent, mais les langues ne vivent pas de la même vie que les humains ou que les sociétés. Saussure, d'ailleurs, avait été très attentif à cette question, puisqu'il avait parlé de la vie sémiologique des langues. Et les gens disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, cette vie sémiologique? Ça veut dire une vie qui échappe très largement au pouvoir que nous, les humains, pouvons exercer, je veux dire, sur elle, pour lequel nous avons effectivement peu de maîtrise. Alors, sans doute, avec la métaphore écologique, pouvons-nous freiner, combattre le réchauffement climatique par tel ou tel moyen, mais il sera difficile d'imposer à tel individu l'usage de telle langue ou d'exclure telle langue, en tout cas à l'oral. Il n'y a pas de maîtrise, je veux dire, sur ces pratiques de la langue. Les seules choses que les sociétés essayent plus ou moins de maîtriser, ce sont les pratiques de littératie, les pratiques du code écrit, en promouvant ici l'adoption effectivement d'une écriture, par exemple l'alphabet latin, je veux dire, ou en promouvant ailleurs la réforme de l'orthographe, par exemple. Oui, il y a des degrés d'intervention sur l'écrit, mais enfin sur l'oral, je veux dire, quelqu'un décréterait que du jour au lendemain, je sais pas moi, les Japonais doivent cesser de parler japonais, ils vont parler chinois. Est-ce que le lendemain, tout le monde va parler chinois? Non, tout ça n'a évidemment pas de sens. Je veux dire, les langues échappent complètement, je veux dire, à la maîtrise des individus. Et ça, je pense que là aussi, c'est un point sur auquel il faut être attentif, et donc savoir que, moi je dis comme ça, que quand on dit la vie, la mort des langues, la naissance des langues sont des métaphores, quoi. Je veux dire qu'il faut les accepter comme étant des métaphores, ne pas prendre les choses effectivement au pied de la lettre. Et quand une langue meurt en Amazonie, c'est pas parce qu'elle meurt, c'est parce que les dernières personnes qui l'a parlé sont mortes. Je veux dire, donc, il me semble qu'on a intérêt à réfléchir à ces questions parce que cette éco-linguistique, elle est importante et en même temps, je veux dire, il faut en mesurer les limites. Voilà, il ne faut pas trop de se laisser aller à ce sentimentalisme des langues dont parle de soi. La contextualisation, évidemment que dans les questions que nous posons, c'est un élément absolument central. Dans un article que j'ai écrit récemment, j'avais dit extension du domaine de la contextualisation, parce que je voulais m'amuser avec le titre de Houellebecq. Alors je vais essayer de dire pourquoi. On est tous d'accord
Je veux dire, pour dire que on avait la notion de situation ou la notion de contexte, on avait travaillé, je veux dire, pour les actes de parole, et puis que de plus en plus, on a étendu la contextualisation de ces micro-contextes à des macro-contextes, au fond, géolinguistiques, éducatifs, culturels. Bien sûr, je veux dire, il y a ce processus d'extension de la contextualisation. Au fond, ça rencontre l'idée que même quand on analyse effectivement un acte de parole ou un acte de langage, il y a toujours plus de variables, je veux dire, qui interviennent dans cet examen. Comme il y a toujours plus de variations qui interviennent dans l'appréhension ou l'analyse d'une langue ou d'un contact de langue. À tel point que certains camarades disent on ne sait pas si le concept de langue peut avoir véritablement une consistance, je veux dire, au bout du compte, tellement la variation est effectivement importante et qu'il est difficile de circonscrire effectivement un système comme peut-être le structuralisme le croyait un petit peu trop volontiers. Bon, moi, je considère que les langues, ça existe sûrement encore, et je veux dire comme des systèmes, mais si on ne dit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que d'un autre côté, il y a les discours qui modèlent et transforment les langues, ben évidemment, je crois qu'on n'arrive pas véritablement à comprendre les choses. Alors, ce que je crois, c'est qu'il y a cette attention de plus en plus soutenue aux variations internes, par exemple au français, à la diversité des contacts des langues dans la mondialisation. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ajouterais, parce que je pensais par exemple à la littérature francophone ce matin, au débat, une attention de plus en plus vive à la pluralité des littératures qui sont liées à une langue. La littérature française, les littératures francophones, voilà, avec toujours la même opposition qui est vraiment un peu problématique. Je vois d'ailleurs que cette opposition a été discutée, je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de cette excellente revue qui s'appelle la Revue japonaise de didactique du français. Voilà, et parce qu'il y a plusieurs articles, dont un article de notre ami le professeur Nishiyama, qui discute effectivement cette opposition. Alors l'opposition entre quoi? Par exemple, pour les littératures, entre d'un côté ce que j'appellerais la protection patrimoniale, et puis d'un autre côté, l'accueil pluriculturel. L'opposition entre les conceptions universalistes et les conceptions relativistes. L'opposition entre le FLE du quartier latin à Paris, assez bien représenté par les éditeurs qui sont là, et la multiplicité à peu près immaîtrisable des situations d'enseignement et d'apprentissage dans le monde. Ou l'opposition entre des méthodologies qui sont centrées sur la communication, sur l'apprenant, sur l'autonomie, et les résistances qu'opposent toutes les cultures éducatives, plus ou moins autoritaires, dans laquelle règne la verticalité entre le maître et les élèves, la primauté du livre, etc. Des oppositions entre une conception occidentale, je veux dire, de la littératie, et d'autres conceptions de la lecture et de l'écriture. Bon, évidemment, ce qui est intéressant dans cette affaire, avec la contextualisation, c'est que c'est pas aussi tranché que ça. Et que c'est avec ça qu'il faut effectivement se dépatouiller, chercher plus de complexité que ce face-à-face-là, entre universalisme et variation. Par exemple, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que entre le Japon, on est au Japon, je parle du Japon, bon voilà, entre le Japon et la France, il y a d'abord cette idée d'un grand sentiment de distance. Puis quand on réfléchit, et moi j'ai réfléchi d'ailleurs avec des camarades de l'Observatoire de la lecture, par exemple à Paris il y a quelques années, on réfléchit sur le fait que ces deux sociétés, françaises et japonaises, sont des sociétés scriptocentrées, dans lesquelles l'écrit a un rôle absolument déterminant. Deux sociétés qui, chacune à leur manière, valorisent d'ailleurs la difficulté de leur écriture et de la lecture. Même si ça constitue un obstacle, il y a un affichage qui est, oui, je veux dire, ça fait partie de la culture lettrée, c'est effectivement très important. Ces deux sociétés, aussi avec des histoires coloniales,
Les deux, c'est pas rien. Et c'est deux sociétés qui ont des relations compliquées avec ce que j'appellerais la modernité, pour faire vite, ce qui avait été relevé dans un colloque ici qui avait eu lieu il y a un certain nombre d'années à Tokyo, autour de modernité et post-moderne. Alors, oui, le sentiment de distance, le sentiment d'étrangeté, et puis quand on réfléchit, on se dit, non, il y a des caractéristiques communes, et ces caractéristiques communes, eh bien évidemment, il s'agit de bien les percevoir, de les étudier, et elles peuvent jouer un rôle dans l'intérêt que voilà, le Japon prend à la langue française, comme l'intérêt d'ailleurs que la France pourrait prendre à la langue japonaise. On sonne. Ok. Donc maintenant, il me reste un quart d'heure. On est d'accord? Non. Comment non? Encore 30 minutes. Combien? Encore 30 minutes. Au total, avec Oui, mais avec la discussion. Oui, avec la discussion. Moi, je m'arrête avant parce que tous les gens qui sont là ont énormément de choses à dire, au moins autant que moi. Alors, il y a un consensus dans la littérature didactique, en particulier littérature didactique francophone, sur, je sais pas, le syntagme, la didactique des langues contextualisée. Il suffit de regarder les titres d'un certain nombre de livres depuis, je dirais 2009, pour voir que ça apparaît de manière absolument systématique. Bon, la question simplement, c'est qu'après, comment on pense cette contextualisation, quelle est l'extension, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est susceptible de lui donner. Là, pour le coup, moi, effectivement, je suis plutôt partisan de donner à cette notion un sens élargi. D'abord, il y a la dimension anthropologique, dont on voit bien qu'elle est absolument inévitable et qu'on ne peut pas traiter des contextes si on ne traite pas effectivement des cultures en général, et en particulier, je dirais, des cultures religieuses, par exemple, qui me semblent un élément très important, y compris pour le rapport à l'écrit, à la littératie. Il y a aussi une contextualisation épistémologique. On est de plus en plus sensible, même si c'est pas, on manque un peu d'études là-dessus, aux différences de tradition de recherche dans le monde académique. Et dans l'histoire, effectivement, que moi j'appelle l'histoire culturelle des disciplines, parce qu'elle ne se déploie pas de la même manière, précisément, dans les différents contextes. Et moi je crois que ça, c'est un point, bon, moi ça m'a intéressé pour la linguistique, ça m'intéresse aussi pour la didactique des langues, voilà. Et puis, il y a une contextualisation qu'on pourrait appeler de la praxéologique, parce que il ne faut pas perdre de vue les débats sur les finalités de la didactique des langues. Voilà, je veux dire, les finalités de la didactique des langues qu'on ne peut pas régler, je veux dire, en mettant en exergue, par exemple, je ne sais pas moi, une notion comme les tâches telles qu'elles se trouvent à l'intérieur du cadre européen. Bon, voilà. Et enfin, je dirais, là aussi, il y a une grande sensibilité, je crois, qui monte sur ces questions, une contextualisation axiologique, cette question des valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne peut plus, effectivement, faire de la didactique des langues si on ne s'occupe pas des enjeux politiques, éthiques, etc. À chaque fois, dans chacune de ces dimensions, un point, je pense, qui maintenant fait aussi partie, me semble-t-il, dans le consensus, c'est que chacune de ces dimensions a une histoire, a une historicité, et qu'il faut y être attentif. Même l'étude d'une micro-interaction langagière, elle est inscrite dans une histoire de vie, dans une biographie langagière, comme on dit. Donc, cette dimension me semble effectivement de plus en plus importante, mais importante, ça veut dire qu'elle a été négligée. J'ajoute qu'il y a un lien, bien sûr, entre les idéologies linguistiques
les contextualisations. Comment je pourrais montrer ce lien de manière... Oui, à quoi je pense? Ah oui, un truc qui est bien. Je lisais dans un résumé, je crois, ou dans un article, Georges Ludy, que j'aime beaucoup. Il dit, voilà, à peu près textuellement, il faut s'opposer à toutes les idéologies monolingues. Ouais, c'est mignon. Mais il y a dans le plurilinguisme des dimensions idéologiques absolument évidentes. De la même manière qu'il y a des idéologies monolingues, il y a des idéologies plurilingues. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que, oui, la condamnation du monolinguisme, de la normativité, etc., oui, c'est pas la science qui parle à l'idéologie. C'est une bagarre entre des idéologies, entre des conceptions, entre des représentations, effectivement, du monde. Et cette bagarre, ben, elle est complexe, elle n'est pas à trancher. Et d'ailleurs, on le voit, je veux dire, dans les polémiques qu'il peut y avoir, je veux dire, justement, autour du plurilinguisme. Je dirais que là aussi, il faut faire attention dans ces questions. Par exemple, à ne pas considérer comme naturel, j'ai vu plusieurs fois, des expressions comme langue de culture, on entend. On entend, je ne sais pas, par exemple, le français est une langue de culture. Tu vois, mais le swahili. Et pourquoi vous dites que le français est une langue de culture? Ben parce que vous voulez contester la domination anglophone. Mais alors, l'anglais, c'est pas une langue de culture. Il n'y a pas toujours une conscience claire de ce qu'on dit quand on dit quelque chose. Et ça me fait rire, une langue de culture, parce qu'au fond, c'était cet argument civilisateur de la langue française qui était couramment employé au XIXe siècle pour la colonisation. Je veux dire, Jules Ferry dit ça. Nous apportons, nous les Français, la culture chez un certain nombre de peuples qui en sont dépourvus. Et donc, voilà. Alors je sais que parfois ça fonctionne dans ces espèces de binarisme aussi, la langue de culture par opposition à la langue utilitaire, à la langue fonctionnelle, etc. Bon, ben voilà, il faut effectivement essayer d'avoir ce décentrement du regard. Je reviens effectivement à Humboldt. Une chose qui est extrêmement frappante chez Humboldt, c'est qu'évidemment qu'il a commencé sa carrière, comme tous les grands philologues allemands, par l'étude des langues indo-européennes. Et puis à un certain moment, il a laissé tomber la description et la typologie des langues indo-européennes pour se tourner vers les langues de la Malaisie, les langues de l'Océanie, les langues d'ici, de l'Asie-Pacifique, effectivement, et qui ont permis un décentrement du regard, surtout sur la typologie de langue, sur le rapport à la culture, etc., parce qu'il était prisonnier d'un modèle qui était effectivement le modèle indo-européen. Parfois, c'était le projet Inde, parce que voilà, c'était le projet Inde par rapport au projet Amérique, Asie. Donc, sur ces bases, je pense qu'il y a une nécessité d'avoir une conceptualisation la plus large possible, la plus exigeante conceptuellement, voilà, et toujours effectivement être attentif à ces fameuses idéologies linguistiques. Sur cette base, je dirais en conclusion quelques mots. Quand j'ai dit, est-ce qu'il y a une culture de la langue française en Asie, dans cette Pacifique, dans cette zone? Évidemment, cette zone, c'est une commodité institutionnelle. Il n'y a qu'à la FIPF qu'on pense qu'il y a une zone Asie-Pacifique. Je veux dire, mais il faut bien découper. Je veux dire, pour qu'il y ait une organisation, des commissions, etc. Enfin bon, la proximité entre la Nouvelle-Zélande et le Japon est relative. Mais, admettons, je veux dire, moi, j'ai lu un certain nombre d'articles et de livres ou de numéros de revues sur l'enseignement du français, voilà, dans cette zone. Moi, il y a un truc que je remarque du point de vue de
contextualisation qui est vraiment important. Par exemple, j'ai relu, pour préparer cet exposé, un vieux numéro de la revue grenobloise L'Idylle. C'était en 1992, en 1992. Et il y avait un titre formidable dans ce numéro de L'Idylle, que je trouve pour le propos, ça s'appelait « L'apprenant asiatique face aux langues étrangères ». C'était assez sensationnel, au fond. Hein, je veux dire, en termes de généralisation, homogénéisation. Bon, si on lit, je sais pas, je vais prendre à l'autre bout du prisme. En 2014, il y a un colloque conjoint de la Société de didactique du français au Japon et de la Société coréenne des études françaises. C'est réuni dans un ouvrage qui s'appelle « Enjeux et perspectives de l'enseignement du français en Asie ». Et 2014, voilà, c'est intéressant, on compare 1992 et 2014, mais la comparaison est éclairante parce qu'il n'existe plus l'apprenant asiatique face aux langues étrangères. On est dans une contextualisation évidemment beaucoup plus fine, une prise en compte effectivement de la diversité culturelle, même si c'est pas toujours facile. On insiste d'ailleurs sur je trouvais bien par rapport à mon exposé, et on insiste sur des pays, par exemple, comme la Corée ou le Japon, qui sont très attachés, justement, à travers leur langue, et pas seulement à travers leur langue, à leur identité culturelle. Et les difficultés qu'il y a, je veux dire, à s'ouvrir, c'est normal, à la diversité interne et au contact externe. Mais quand je lis ça, au fond, sur la Corée ou le Japon, je me dis, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est pas non plus facile pour le Brésil ou pour la France, je veux dire, de s'ouvrir à cette diversité interne, à ces contacts de langue, etc. Parce que ce sont des pays très largement monolingues, avec des idéologies linguistiques très fortement structurées, où la langue fait partie très fortement du sentiment d'identité nationale. Donc évidemment, je veux dire, on a là des cas de figure assez différents d'autres cas de figure dans le monde. Bon, je ne sais pas, ici, les collègues de la francophonie proche le savent, hein, je veux dire la Suisse, la Belgique, on pourrait prendre tant d'autres pays. Cette force du sentiment national à travers la langue, c'est quelque chose qui est extrêmement variable. Et je vois que dans, effectivement, ces publications, il y a beaucoup désormais de propositions qui sont faites dans tel ou tel contexte pour travailler le français ou les langues étrangères. D'ailleurs, je pensais à notre ami Pierre Martinez, après son séjour en Corée, qui avait détaillé un certain nombre d'éléments à prendre en compte dans la dimension anthropologique, donnant plein d'exemples intéressants sur les cultures éducatives et didactiques, allant d'ailleurs depuis travailler sur les catégories de temps et d'espace jusqu'à la question de la nourriture, par exemple. Hein, Kelvin, où elle est, Kelvin? Et voilà, ah, elle est là, voilà, et une thésarde à moi, à Taïwan, qui maintenant est professeure de français et de nourriture. Parce qu'effectivement, elle enseigne la gastronomie, je veux dire, à Taïwan, en français. Ce qui rejoint, me semble-t-il, un certain nombre de choses qu'on a déjà entendues, y compris dans les propos liminaires, au fond, sur des formes de bivalence qu'on ne soupçonne pas effectivement nécessairement, mais qui sont très importantes pour le français, puisque c'est effectivement le français qui nous occupe. Et d'autres possibilités d'ouvrir, par exemple, la littérature, d'enseigner la littérature française de manière moins siècliste, c'est des propositions, siècle par siècle, de l'ouvrir davantage sur les arts et le cinéma. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que je dis, je veux dire, toutes ces choses sur les contextes asiatiques, mais je me dis, mais c'est pareil chez nous. Oui, je veux dire, là aussi, ce que je veux dire, c'est ça, la proximité, la distance, parce que nous, en France,
mais en Belgique, en Suisse, au Québec, devant la désaffection, par exemple, de plus en plus marquée des études littéraires, ben oui, on cherche effectivement d'autres moyens, d'autres remèdes, hein, de travailler de manière différente. Par exemple, j'ai vu dans cet ouvrage des propositions très intéressantes du côté de la rhétorique contrastive en particulier. Voilà, alors ça veut dire que ce passage, si vous voulez, de représentation un peu sommaire à une contextualisation fine est absolument indispensable pour permettre, comme il est normal en didactique, de proposer, je veux dire, des pistes de travail, des voies pour réfléchir et de faire confiance de ce point de vue-là à l'inventivité des professeurs et en particulier des professeurs de français. Je vois beaucoup de travaux, j'ai lu, c'est vraiment plusieurs fois dans cette revue, des articles, par exemple, sur la motivation des apprenants de français au Japon. Elle est basse, elle est faible, etc. Sûrement, la question, c'est effectivement de se dire si il n'y a pas de besoin impérieux d'apprendre le français, alors il faut de la motivation. D'où peut provenir effectivement la motivation? Eh bien, je crois qu'elle provient beaucoup de l'expertise didactique et de la puissance de conviction des enseignants de français. Il me semble que ça, c'est un point extrêmement important, et c'est là-dessus que je veux finir, parce qu'il me semble que ça, c'est pas seulement cet enthousiasme, comme on le dit parfois, ils aiment le français, etc. Non, je veux dire, c'est aussi la question de... C'est aussi la question de qu'est-ce qu'on fait effectivement dans les classes, et pour le coup, au-delà de toutes les contextualisations, ça me semble vraiment ce travail des professeurs en universel, voilà, qu'il faut respecter, qu'il faut admirer. Moi, je suis bien content d'être venu ici pour vous le dire, à vous les profs de français de la fameuse zone Asie-Pacifique. Merci.